Alors, on passe sur une étude beaucoup plus pratique sur les profils transcriptomiques de patients présentant un syndrome de Marfan pour étude de variabilité par Pauline Arnaud. Non, donc, au contraire, très fondamental. Bonjour, donc je suis Pauline Arnaud, je suis généticienne biologiste au département de génétique de l'hôpital Bichat. Et je vous présente un projet qui a été financé par la filière donc, en 2021 et qui a apporté des données de transcriptome chez les patients présentant un syndrome de Marfan. Donc tout ceci, ça entre dans un contexte clinique qui est celui de la grande variabilité dans le syndrome de Marfan, donc que vous connaissez tous. Cette variabilité, elle s'exprime dans les différents signes cliniques retrouvés et également dans la sévérité de ces signes cliniques. Et cette variabilité, elle est à la fois inter- et intrafamiliale. Donc c'est ce qui nous fait dire que l'événement mutationnel, donc en l'occurrence la variation pathogène du gène FBN1, elle est insuffisante pour expliquer la variabilité, parce qu'au sein même des familles, on a des degrés de sévérité variables. Donc, on a décrit l'année dernière différentes corrélations génotype-phénotype dans cette population de patients porteurs de mutations du gène FBN1. Mais on considère que ces corrélations, elles sont finalement insuffisantes pour expliquer l'ensemble de la variabilité observée. Donc cette étude transcriptomique, elle s'ajoute à un certain nombre de données qu'on a eues en amont, qui sont donc j'illustre ici plusieurs de ces données. Donc la première, le premier échantillonnage qu'on a fait, c'est un échantillonnage de phénotype extrême, c'est-à-dire que on a sélectionné au sein de l'ensemble de la population de patients suivis au centre de référence des sujets qui avaient une atteinte clinique soit bénigne, c'est-à-dire donc on s'est intéressé à l'atteinte cardiovasculaire. Donc, c'était des patients qui avaient quasiment pas de dilatation aortique à un âge le plus avancé possible, ou au contraire des patients qui avaient une atteinte extrêmement sévère. Donc, c'est des patients qui avaient disséqué ou qui avaient eu une chirurgie aortique à un âge assez jeune. Donc, sur ce matériel, on a réalisé un séquençage d'exomes et un génotypage. Et en parallèle de tout ça, on a également réalisé une étude IQTL, donc en lien avec l'expression de la fibrilline 1. Donc c'est une analyse GWAS en fait corrélée avec l'expression du gène FBN1 et ça nous a donné, dans l'ensemble de ces données a été croisé avec également une analyse de liaison sur des fratries qui avaient des signes cliniques concordants ou discordants. Et c'est une étude qu'on a publiée en 2018 avec l'équipe de recherche et qui a identifié un certain nombre de loci modificateurs potentiels de la gravité dans le syndrome de Marfan. Donc ces loci sont répartis sur tout le génome en fait, donc sur les différents chromosomes. Donc l'objectif de cette dernière étude, c'était d'identifier des gènes régulateurs de l'expression du gène FBN1 et c'était également de cartographier les gènes différentiellement exprimés chez des patients présentant un syndrome de Marfan versus une population contrôle. Donc le matériel qu'on avait à notre disposition, c'est des fibroblastes qu'on a extraits à partir de biopsies cutanées chez des sujets Marfan. Donc on a choisi d'inclure 30 patients porteurs d'une mutation du gène FBN1 et une vingtaine de contrôles, donc 31 et 19. Donc pour la population de patients présentant un syndrome de Marfan, la moyenne d'âge était à 35 ans. On a essayé d'équilibrer, d'avoir un sexe ratio proche de 1. Ces 30 patients étaient issus de 20 familles différentes, donc on a 20 mutations différentes. Et ils étaient tous porteurs d'une variation pathogène tronquante dans le gène FBN1. Alors, nos contrôles sont un petit peu plus jeunes, mais ça, c'est vraiment un biais de la population qui a été mise à notre disposition. Et on avait un tout petit peu plus de femmes que d'hommes. Les données de transcriptome ont été générées sur la plateforme de génomique Imagine, donc à Necker. Pour cette analyse RNA-seq, donc, on a d'abord essayé d'établir des profils transcriptomiques. Et l'objectif, donc, je vais essayer de vous montrer les premiers résultats. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est encore en cours d'étude. L'objectif, c'est de faire une analyse croisée en fonction du degré de sévérité des patients et de l'expression du gène FBN1. Donc, voilà le type de profil qu'on arrive à obtenir. Donc, c'est assez complexe. Hein. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Donc, en abscisse, on a une illustration du ratio d'expression chez la population de sujets Marfan versus des contrôles. Et en ordonnée, c'est une illustration de la p-value, donc de la significativité des résultats. Donc,
vraiment, c'est des analyses d'expression différentielle. Donc, plus on est vers la droite, plus le gène est surexprimé dans la population Marfan. Et plus on est vers la gauche, plus le gène est sous-exprimé. Donc, l'idée, c'est de travailler en grande voie cellulaire d'intérêt, donc en réseau, d'essayer de voir s'il y a un signal particulier qui s'allume. Donc, on a travaillé avec quelque chose qui s'appelle la gène ontologie, qui regroupe les gènes par différentes voies cellulaires d'intérêt. Encore une fois, c'est des résultats assez préliminaires, mais dans ces voies cellulaires d'intérêt, on voit que la matrice extracellulaire arrive en bonne position. Donc, j'ai encadré tout ceci en orange. On a également tout ce qui est gènes liés aux anomalies squelettiques. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intuitif dans le syndrome de Marfan qui s'allume également. Et de façon assez intéressante, on a également plusieurs gènes qui codent pour des protéines du développement du système urinaire et urogénital. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de creuser. Donc, à l'occasion de cette étude, on avait inclus au sein de la population de patients porteurs de mutations du gène FBN1 des patients qui avaient des mutations d'épissage. Donc, avec les données de RNA-seq, on arrive à caractériser un petit peu mieux ces données les conséquences au niveau de l'ARNM de la mutation. Donc là, je vous ai illustré l'exemple d'un patient qui avait une mutation qui touchait un site consensus d'épissage, pour lequel on voit, donc la mutation est située à ce niveau-là dans le gène FBN1, et on voit par rapport à un contrôle qu'il se passe quand même quelque chose au niveau de l'ARN. Donc ça va nous permettre de caractériser, en tout cas pour les 5 patients porteurs de ces variations d'épissage, un peu mieux les conséquences moléculaires de leur mutation. Donc, dans les perspectives de ce projet, donc on va continuer de faire nos analyses croisées avec les premières données omics qu'on a déjà acquis dans l'équipe de recherche. Par la suite, avec l'équipe de recherche, on va essayer de valider sur le plan fonctionnel ces résultats. Et tout ça, ça va nous permettre soit de nous conforter dans l'étude de certains loci modificateurs, soit d'identifier de nouveaux loci modificateurs. Et dans la globalité, donc vraiment ces profils transcriptomiques, je pense que ça va nous permettre peut-être de découvrir un peu mieux, enfin de connaître un peu plus en détail les mécanismes physiopathologiques en jeu dans le syndrome de Marfan. Et bon, ça c'est du plus long terme, d'essayer d'ouvrir de nouvelles pistes de recherche diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques. Et je vous remercie de votre attention. Merci Pauline. Des questions par les généticiens ou autres? La suite, voilà. La suite l'année prochaine. La suite l'année prochaine? J'espère. Plus de choses. Est-ce que, moi j'ai posé une question embêtante. Est-ce que depuis qu'on a trouvé les relations génotype-phénotype, etc., les gènes modificateurs ont autant d'importance? Très bonne question, Guillaume. On en a déjà discuté souvent. Non, alors, donc ce que j'oublie de dire, c'est que dans l'étude de la variabilité, l'étude que j'ai présentée, en fait, on avait un petit biais dans l'échantillonnage de phénotypes extrêmes. Donc, on avait bien évidemment plus de stop dans le groupe sévère, ce qui nous arrange pas trop, puisqu'on a décrit après des corrélations génotype-phénotype qui disent que c'est plus sévère quand il y a un stop. Donc, en fait, je pense qu'il faudrait répliquer probablement la population a grandi depuis le début de l'étude, donc je pense qu'il faudrait répliquer ces analyses. Maintenant, le génotypage, c'est pas si cher que ça, donc je pense qu'il faudrait le faire avec probablement un seul type de mutation, que des stops, comme dit Sophie. Et la deuxième question, c'est les stops. Pour moi qui ne suis pas généticien, hein, donc on a un peu de mal à comprendre ce qui est vraiment un stop et pas. Et quand tu nous parles d'épissage, c'est des mutations stop, mais l'effet sur l'ARN, il n'est pas toujours le même. Il est embêtant ce reviewer. Non, donc effectivement, en fait, de base, on a considéré que tout ce qui était épissage, c'était un équivalent de stop, parce qu'on considère que l'impact sur la protéine, il sera probablement très important, puisque la plupart des mutations d'épissage qu'on a, c'est du saut d'exon, très probablement. Donc, on considère que quand on a un exon entier du gène FBN1 qui est enlevé, la conséquence, c'est un équivalent d'un PTC, quoi, donc d'un stop. Mais effectivement, sur le plan fonctionnel, on n'a jamais caractérisé toutes nos mutations d'épissage. Donc, on en a caractérisé un certain nombre avec des analyses de transcrits, mais pas toutes. C'est un boulot de Romain, non? Ah oui, non, mais c'est… c'est quasiment impossible. C'est un boulot de titan, mais voilà. Donc, dans le laboratoire de diagnostic, on est en train de faire un peu de RNA-seq.
à visée diagnostique, hein, donc vraiment ciblé sur notre panel. Donc ça va peut-être nous permettre d'avoir des réponses un peu plus précises. Une dernière question? Sabine ? Chez les patients versus celle chez les contrôles. Il vaut mieux parler dans le micro parce que comme c'est enregistré, on n'entend rien trop. Parce que là, vous montrez un volcanoplot, mais comme il y a 31 patients, il n'y a pas de variabilité. Enfin, comment vous avez réussi? Est-ce que cette variabilité chez les patients est plus grande que chez les contrôles, ou comment vous traitez ce point-là? Là, c'est vraiment le volcanoplot que j'ai montré, c'est vraiment Marfan versus contrôle. Donc, en fait, c'est une moyenne de l'ensemble des résultats retrouvés pour tous les patients versus tous les contrôles. Et il n'y a pas de grosse variabilité entre les patients? Il n'y a pas de grosse variabilité. Et je pense que cette variabilité, on la voit. Enfin, s'il y a une grande variabilité, la p-value est moins importante. Donc, voilà. Mais voilà, les volcanoplates, j'en ai fait aussi avec, en fonction de l'expression du gène FBN1. Donc, j'ai pris au sein des Marfans ceux qui avaient une expression basse et ceux qui avaient une expression haute. Donc, en fait, il y a beaucoup d'analyses croisées qu'on peut faire. Enfin, ces données de RNA-seq, elles sont infinies à exploiter. Enfin, on peut faire tous les groupes qu'on veut, en fait. Donc, Dernière question. J'ai une question. Est-ce que l'analyse au niveau du transcriptome, c'est quelque chose de stable tout au long de la vie? Ou est-ce que ça se modifie au cours de la vie? Est-ce que l'âge peut avoir un impact? C'est une très bonne question. Donc, potentiellement, ça se modifie au cours de la vie. Hein, donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément regardé. Donc, moi, je n'ai pas de réponse très précise, mais effectivement, l'âge a probablement une importance. Donc, du coup, vous avez un biais là. On a un petit biais parce que nos contrôles sont plus jeunes. Malheureusement, on fait avec le matériel qu'on a à notre disposition, donc on n'a pas beaucoup de contrôles adultes. D'ailleurs, on fait un appel à... Voilà. Bon, merci beaucoup, Pauline.